Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et on parle d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale. Je vous rappelle que notre revue de presse est disponible sur le site internet www.vudailleurs.com. L'invasion hier de l'Ukraine par les troupes militaires russes rabat les cartes de la géopolitique et l'énergie a toujours été une question géopolitique centrale et primordiale. Dès lors se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas ressusciter MidCat. Mais qui est MidCat ? Eh bien c'est tout simplement une liaison transpyrénéenne qui avait pour ambition d'acheminer du gaz algérien et du gaz naturel liquéfié vers le centre de l'Europe à partir des 8 usines de regazéification situées en Espagne et au Portugal. Ce projet avait pour but, vous l'aurez compris, de transformer la péninsule ibérique en plateforme de distribution capable de corriger la forte dépendance de l'Allemagne et de l'Europe centrale au gaz russe. D'un coût estimé à 400 millions d'euros, le MidCat a été enterré il y a 3 ans sur décision de la Commission nationale des marchés et de la concurrence et de la Commission de régulation de l'énergie. Mais la relance d'une nouvelle liaison transfrontalière avec la France pour amener le gaz au cœur de l'Europe est de nouveau sur la table de travail de l'OTAN, comme vous vous en doutez, et comme l'ont confirmé des sources gouvernementales espagnoles. L'Allemagne est évidemment très intéressée par ce projet. Selon les mêmes sources, c'est une affaire évidemment à suivre. On marque une première pause et je vous retrouve tout de suite après dans votre JT Vu d'ailleurs. À tout de suite. En France, la situation de l'asile en 2021 a continué d'être marquée par la crise sanitaire mondiale qui a pesé sur les déplacements internationaux. Ainsi, à l'issue de l'année, quelques 103 000 demandes d'asile, mineurs inclus, avaient été introduites à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit une hausse de l'ordre de 7% par rapport à l'année 2020. Le nombre de demandes introduites reste toutefois significativement inférieur à celui de l'avant-crise sanitaire. 132 826 demandes avaient été posées en 2019. L'année 2021 confirme la première place, qui est celle de l'Afghanistan au sein de la demande d'asile depuis 2018, avec 12 500 premières demandes. Les opérations d'évacuation d'Afghans, des agents de droit local ayant collaboré avec les autorités françaises et autres personnes particulièrement menacées dans le contexte de la prise de pouvoir des talibans ont accentué cette prééminence. Suivent la Côte d'Ivoire avec 5300 premières demandes d'asile, le Bangladesh avec 5100, la Guinée avec 4600 et la Turquie avec 4500. On marque une nouvelle pause et je vous retrouve tout de suite pour votre JT Vu d'ailleurs. À tout de suite. Si je vous dis Kleenex, Bic, Kawaii, Sopalin ou bien encore Mercurochrome, qu'ont en commun ces noms communs ? Eh bien, ce sont des antonomases, c'est-à-dire qu'avant de devenir des figures de style utilisées dans le langage de tous les jours, c'était des noms de marques. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un vrai cauchemar pour les entreprises derrière ces phénomènes linguistiques, et on pense notamment à la marque Karcher. En effet, l'usage sécuritaire du mot, repris par Valérie Pécresse ces derniers jours après Nicolas Sarkozy, fait courir à l'enseigne allemande le risque de perdre le bénéfice de sa marque déposée. C'est pourquoi, dans un communiqué, l'entreprise appelle une nouvelle fois les candidats à l'élection présidentielle à cesser d'utiliser sa marque dans le débat politique. Un rappel qui est resté lettre morte depuis 2005. On marque une petite pause dans ce JTVudailleurs.com et on passe juste après à l'actualité économique et sociale et avec notre invité, Monsieur Pierre-Henry, qui nous éclairera sur une notion bien trop souvent galvaudée, celle du grand remplacement. Je vous rappelle juste que c'est un entretien qui a été enregistré hier et au cours duquel je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end. Du coup, eh bien, je profite de ce direct pour vous le souhaiter. On marque une pause et donc vous retrouvez dans un instant votre interview dans l'actualité économique et sociale du JT d'ailleurs. Au revoir.
Nous sommes de retour dans le JT vu d'ailleurs et nous allons désormais ouvrir notre page d'actualité économique et sociale. Et pour ce faire, je suis avec monsieur Pierre-Henri. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, on va traiter avec vous alors de ce thème qu'on retrouve à la fois dans les discours politiques et dans les discours au Café du Commerce. C'est ce thème du grand remplacement. Mais avant de traiter de ce sujet-là, je voudrais bien vous présenter à nos téléspectateurs. Donc vous êtes ancien directeur de France Terre d'Asile, fondateur et président de France Fraternité, soutien des Macron au présidentiel de 2017, puis légèrement en désaccord sur les questions migratoires avec ce même Emmanuel, très critique à son encontre durant son mandat, mais depuis vous le soutenez quand même, puisque vous êtes porte-parole de l'association Pluriel qui soutient Emmanuel Macron au présidentiel, qui soutient sa candidature aux élections de 2022. Vous avez écrit de nombreux livres, vous avez écrit et coécrit de nombreux livres, et notamment sur le thème des flux migratoires. Du coup, vous êtes expert en questions migratoires, monsieur Henri. Ce qui me donne donc envie de vous poser cette première question. Comment se définit le grand remplacement, monsieur ? Comment se définit le grand remplacement ? D'abord, vous dire que c'est une théorie complotiste. Qu'est-ce que ça veut dire, grand remplacement ? Ça veut dire remplacer une population par une autre. C'est une thèse qui était totalement marginale dans les années 2000, même si elle puise ses racines dans une idéologie que l'on a abondamment documentée au début du XXe siècle, avec notamment les travaux de Spengler sur le déclin de l'Occident, qui est un livre qui est paru en 1918. Mais de manière contemporaine, cette idée du grand remplacement est partie à compter de travaux d'un démographe à l'ONU qui expliquait que dans les années 2000, qu'à l'échéance 2050, il fallait un certain nombre d'immigrants pour maintenir à niveau les populations européennes. Et à partir de là, l'extrême droite, et notamment Renaud Camus, a théorisé cette question et on a fait un défi civilisationnel. Voilà. D'autres travaux sont venus documenter cet élément. Je pense aux travaux de Huntington, le choc des civilisations. Je pense à Stephen Smith, et son livre qui est paru en 2018 sur la ruée vers l'Europe, mais toutes ces thèses ne tiennent pas une seconde. Alors, je rappelle simplement que, par exemple, la population française de naissance, c'est 88%, 4,5% de Français par acquisition et 7% d'étrangers dans notre pays. Ça ne tient pas une seconde. Ça ne tient pas une seule seconde de ce point de vue administratif, non plus d'un point de vue économique, on pourra le voir. Donc vous parlez de thèse complotisme, et pourtant, c'est une notion qui est largement diffuse dans la société française. Quand on pose la question, on voit que les étudiants, autant que les personnes âgées, croient à ce grand remplacement, autant les classes populaires que les classes aisées. Comment ça se fait que... Autant ceux qui ont fait des études qui n'ont pas fait d'études, du coup, comment ça se fait d'où vient cette peur, finalement ? Oui, enfin... il y a une présence massive dans les médias d'opinion des théories d'extrême droite. Donc c'est les médias qui propagent cette idée. Il faut bien qu'il y ait un canal pour propager. Et bien entendu, il y a un tuyau dans lequel un certain nombre de gens s'engouffrent. Après,
je pense que à partir de la chute du mur de Berlin, on a vendu une mondialisation heureuse. Tout le monde, sauf que la mondialisation n'a pas été la même, ressentie de la même manière pour tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, un certain nombre de gens se sont trouvés en danger. Et comme toujours dans les crises économiques qui peuvent se présenter, on cherche des boucs émissaires. Et quel meilleur bouc émissaire que l'autre, l'étranger, celui qui est juste à côté. Et puis, il y a eu une crainte, derrière cette question qui n'est pas simplement démographique, qui est également culturelle. C'est celle que représenterait l'islam. Oui, voilà. Et donc, mais là encore, je pense que l'Europe est suffisamment, la culture européenne est suffisamment forte. On voit bien qu'il y a des archipélisations ici et là de culture communautaire, mais pour autant, la culture européenne est suffisamment forte pour résister. Et puis, la question ne se pose pas que l'on combatte l'islamisme, c'est-à-dire cette théorie politique qui veut imposer un point de vue religieux, évidemment, mais pour le reste, nos compatriotes de confession musulmane vivent de manière totalement apaisée leur relation à la République. Vous parlez de crise, vous dites de crise, alors on vient de s'en sort d'une crise sanitaire, on était en crise économique avant, vous parlez de culture, du coup on est dans un monde qui peut s'apparenter à un monde post-mondialiste d'une certaine façon, avec toutes ces crises ont initié un repli sur soi par la force des choses des populations. Cette convergence culturelle dont vous parlez, l'islam vers le christianisme, est-ce que c'est encore possible finalement dans notre société, dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'on peut croire encore à cette convergence culturelle? Ah mais je pense que c'est pas une croyance, c'est une réalité quotidienne. Les gens, si on veut bien sortir des boucles sur les réseaux sociaux, des bulles qui sont créées, les gens aujourd'hui vivent ensemble. Ensuite, il y a un certain nombre de petits commerçants qui font usage de la haine, de la désignation d'un adversaire. Mais ça, c'est autre chose. Et je pense que la raison finira par l'emporter. Il faut être très vigilant, prendre les mesures qui s'imposent, notamment dans la lutte contre les fake news sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis travailler sur la question de l'éducation, mais je n'ai pas de crainte particulière quant au vivre ensemble. Et vous parlez de discours, vous parlez de haine. Hier, quand on préparait vos interviews, vous avez utilisé une expression qui a selon moi beaucoup de sens, vous parlez d'invasion de salon. Du coup, on est, donc en fait c'est une peur finalement ce grand remplacement, les gens ont un peu peur en ce moment. Quand je vous disais que j'avais eu accès à ce sondage, 67% des Français inquiets, vous m'avez dit, ah moi j'en ai vu un autre, 48%. Oui, mais j'en ai vu aussi un autre parce que effectivement avec notre... c'est plutôt une bonne tendance, de toute façon on passe de 67 à 48. Mais attendez, quand vous posez la question aux Français de savoir si la question migratoire est dans leur agenda, ils vous disent non, ils vous disent que c'est le pouvoir d'achat en premier, c'est l'emploi. Ce sont les libertés. La question migratoire arrive loin derrière, mais elle est inscrite à l'agenda d'un certain nombre de forces politiques. Bon, voilà, mais je ne suis pas spécialement optimiste sur l'issue des choses, parce que nous sommes dans une bataille culturelle intense qu'il faut absolument mener pour rassembler les populations et non pas se diviser. Mais sur le plan, par exemple, démographique, je rappelle que la France, je regardais les statistiques de l'INSEE hier soir,
est à un taux de 1,9 en ce qui concerne le nombre d'enfants par femme. C'est juste suffisant pour que la population commence à décroître. Finalement. Évidemment, évidemment. Et nous avons un des meilleurs taux en Europe. Ouais. Et donc, il est clair que la question migratoire doit être maîtrisée, mais que nous avons besoin de l'immigration. Et que nous avons de nombreux talents qu'il faut évidemment mettre en scène. C'est sûr, et ne plus en avoir peur. Une dernière chose, on dit qu'on a besoin de ces flux migratoires. A priori, c'est pas a priori, l'Ukraine est envahie par la Russie depuis ce matin. Du coup, on anticipe 5 millions de réfugiés. Écoutez, le pire n'est jamais sûr. Nous verrons évidemment l'évolution des choses, mais il y a déjà un certain nombre de gens qui se déplacent aujourd'hui en Ukraine, qui ne savent pas trop où aller. Ça commence toujours comme ça, par un certain nombre de déplacés, et il y aura des réfugiés. Et il y aura des réfugiés évidemment en Pologne et en Roumanie, et l'Europe devra se montrer solidaire. C'est une autre crise qui s'annonce devant nous et que nous devons résoudre en Européens. Ok, super. Merci beaucoup, monsieur Pierre-Henri, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment fondateur et président de France Fraternité. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de vos programmes sur Téléfinance. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.